Georg Lukács. 1922. Histoire et conscience de classe. Essai de dialectique marxiste. Avant-propos de Georg Lukács. La réunion et la publication de ces essais en un livre ne visent pas à leur donner plus d'importance qu'ils n'en auraient isolément. À l'exception de l'essai sur la réification et la conscience du prolétariat et des remarques méthodologiques sur la question de l'organisation qui ont été écrits expressément pour ce livre en un temps de loisir involontaire, quoique des travaux de circonstance leur aient aussi servi de fondement, ils sont nés pour la plus grande part au milieu du travail de parti et comme des tentatives pour clarifier, à l'usage de l'auteur lui-même et de ses lecteurs, des questions théoriques du mouvement révolutionnaire. Bien qu'ils soient maintenant partiellement remaniés, ils n'en ont nullement perdu pour autant leur caractère de travaux de circonstance. Pour certains essais, c'eût été détruire leur intuition centrale, à mon avis correcte, que de les remanier radicalement. C'est ainsi que dans l'essai sur le changement de fonction du matérialisme historique, on a l'écho de ces espoirs exagérément optimistes que beaucoup d'entre nous ont eus, quant à la durée et au rythme de la révolution, etc. Le lecteur ne doit donc pas attendre de ces essais un système scientifique complet. Quoi qu'il en soit, ils forment en fait un certain ensemble. Cet ensemble s'exprime aussi dans la succession des essais qu'il vaut donc mieux lire dans l'ordre. Évidemment, l'auteur conseille au lecteur dépourvu de formation philosophique de sauter d'abord l'essai sur la réification et de ne le lire qu'après la lecture de l'ensemble du livre. Il faut maintenant expliquer ici, bien que ce soit peut-être superflu pour beaucoup de lecteurs, pourquoi l'exposé et l'interprétation de la doctrine de Rosa Luxembourg et la discussion de cette doctrine prennent une si large place dans ces pages. Ce n'est pas seulement parce que Rosa Luxembourg fut, à mon avis, la seule disciple de Marx à prolonger réellement l'œuvre de sa vie tant sur le plan des faits économiques que sur le plan de la méthode économique et, à ce point de vue, à se rattacher concrètement au niveau présent de l'évolution sociale. Dans ces pages, conformément à leur but, l'accent décisif est mis sur l'aspect méthodologique. L'exactitude économique, dans les faits, de la théorie de l'accumulation n'est pas plus discutée que celle des théories économiques de Marx, seules leurs présuppositions et leurs conséquences méthodologiques sont examinées. Il sera de toute façon clair à tout lecteur que l'auteur est aussi d'accord avec leur contenu de fait. Mais ces questions devaient aussi être discutées en détail, parce que l'orientation de Rosa Luxembourg a été, et est encore partiellement aujourd'hui, théoriquement déterminante pour beaucoup de marxistes révolutionnaires non russes, particulièrement en Allemagne. Une attitude réellement communiste, révolutionnaire et marxiste ne peut être acquise, pour quiconque est parti de là, qu'en passant par une discussion critique de l'œuvre théorique de Rosa Luxembourg. Si l'on suit cette voie, les écrits et discours de Lénine deviennent méthodologiquement décisifs. Il n'est pas dans l'intention de ces pages d'entrer dans le détail de l'œuvre politique de Lénine. Mais elles doivent, justement à cause du caractère consciemment unilatéral et limité de leur tâche, rappeler avec insistance ce que signifie le théoricien Lénine pour le développement du marxisme. Son poids dominant comme politicien cache aujourd'hui à beaucoup le rôle qu'il a eu comme théoricien. Car l'importance pratique et actuelle de chacune de ces affirmations sur l'instant donné est toujours trop grande pour que tous puissent voir clairement que la condition préalable d'une telle efficacité réside en dernière analyse dans la profondeur, la grandeur et la fécondité de Lénine comme théoricien. Cette efficacité vient de ce qu'il a élevé l'essence pratique du marxisme à un niveau de clarté et de concrétion qui n'avait pas été auparavant atteint, de ce qu'il a sauvé cette dimension d'un oubli presque total et que par cet acte théorique il nous a remis en main la clé d'une compréhension correcte de la méthode marxiste. Car il s'agit,
et c'est la conviction fondamentale de ces pages, de comprendre correctement l'essence de la méthode de Marx et de l'appliquer correctement, et nullement de la corriger, en quelque sens que ce soit. Si quelques passages contiennent une polémique contre certaines déclarations d'Engels, c'est, comme tout lecteur compréhensif doit le remarquer, au nom de l'esprit de l'ensemble du système, en partant de la conception, juste ou fausse, que sur ces points particuliers l'auteur représente, contre Engels même, le point de vue du marxisme orthodoxe. Si donc l'on s'en tient ici à la doctrine de Marx, sans essayer ni d'en dévier, ni de l'améliorer, ni de la corriger, si ces commentaires n'ont pas de plus haute ambition que d'être une interprétation, une explication de la doctrine de Marx dans le sens de Marx, cette orthodoxie n'implique nullement qu'on ait l'intention, selon les paroles de M. von Struve, de préserver l'intégrité esthétique du système de Marx. Notre but est bien plutôt déterminé par la conviction que la doctrine et la méthode de Marx apportent enfin la méthode correcte pour la connaissance de la société et de l'histoire. Cette méthode est, dans son essence la plus intime, historique. Il va par conséquent de soi qu'il faut continuellement l'appliquer à elle-même, et c'est là un des points essentiels de ses essais. Mais cela implique en même temps une prise de position effective et portant sur le contenu des problèmes actuels, puisque, par suite de cette conception de la méthode marxiste, son but le plus éminent est la connaissance du présent. L'attitude méthodologique de ces essais n'a que parcimonieusement permis d'entrer dans le détail de questions concrètes d'actualité. C'est pourquoi l'auteur veut expliquer ici qu'à son avis les expériences des années de la Révolution ont brillamment confirmé tous les moments essentiels du marxisme orthodoxe, entre parenthèses, et donc communiste, que la guerre, la crise et la révolution, y compris le rythme soi-disant plus lent du développement de la révolution et la nouvelle politique économique de la Russie soviétique, n'ont pas posé un seul problème qui ne puisse être précisément résolu par la méthode dialectique ainsi comprise et par elle seule. Les réponses concrètes aux questions pratiques particulières sont en dehors du cadre de ces essais. Leur tâche est de nous rendre consciente la méthode de Marx et de mettre en pleine lumière sa fécondité infinie pour la solution de problèmes autrement insolubles. C'est à ce but aussi que doivent servir les citations des œuvres de Marx et de Engels, sans doute trop abondantes aux yeux de certains lecteurs. Mais toute citation est en même temps une interprétation. Et il semble à l'auteur que bien des aspects, tout à fait essentiels, de la méthode de Marx, et justement de ceux qui importent le plus décisivement à la compréhension de la méthode dans sa cohésion effective et systématique, sont indûment tombés dans l'oubli, et que la compréhension du centre vital de cette méthode, de la dialectique, en a été rendue difficile et presque impossible. Il est cependant impossible de traiter le problème de la dialectique concrète et historique, sans étudier de plus près le fondateur de cette méthode, Hegel, et ses rapports avec Marx. L'avertissement de Marx de ne pas traiter Hegel comme un chien crevé est resté lettre morte, même pour beaucoup de bons marxistes. Entre parenthèses, les efforts de Engels et de Pleranov, eux aussi ont eu trop peu de résultats. Pourtant Marx souligne souvent avec acuité ce danger, ainsi écrit-il à propos de Dietzgen. Ouvrez les guillemets. C'est une malchance pour lui qu'il n'ait précisément pas étudié Hegel. Fermez les guillemets. Et dans une autre lettre. Ouvrez les guillemets. Ces messieurs en Allemagne croient que la dialectique de Hegel est un chien crevé. Feuerbach en a lourd sur la conscience de ce point de vue. Fermez les guillemets. Marx souligne les grands services qu'a rendu la logique de Hegel, qu'il a feuilleté à nouveau, à la méthode de son travail sur la critique de l'économie politique. Il ne s'agit cependant pas ici de l'aspect philologique des relations de Marx avec Hegel,
il ne s'agit pas des idées de Marx sur l'importance de la dialectique hegelienne pour sa propre méthode, mais de ce que cette méthode signifie en fait pour le marxisme. Ces déclarations, qui pourraient être multipliées à volonté, n'ont été citées que parce que le passage connu de la préface du Capital, où Marx s'est expliqué en dernier lieu sur ses rapports avec Hegel, a beaucoup contribué à faire sous-estimer l'importance effective de ces rapports, même par des marxistes. Je ne vise nullement la caractérisation effective de ces rapports, avec laquelle je suis entièrement d'accord et que j'ai essayé de concrétiser méthodologiquement dans ces pages. Je vise uniquement le mot coquetterie, avec le mode d'expression de Hegel. Cela a souvent induit à considérer la dialectique chez Marx comme un ajout stylistique superficiel qui, dans l'intérêt du caractère scientifique, devrait être éliminé le plus énergiquement possible de la méthode du matérialisme historique. Si bien que même des chercheurs par ailleurs consciencieux, comme par exemple le professeur Vorländer, s'imaginèrent constater exactement que Marx n'avait été, en coquetterie, avec des concepts hegéliens, que dans 2 passages à proprement parler, et puis encore dans un 3e passage, sans remarquer que toute une série de catégories décisives continuellement employées viennent directement de la logique de Hegel. Puisque même l'origine hegélienne et l'importance méthodologique effective d'une distinction aussi fondamentale pour Marx que celle entre immédiateté et médiation ont pu passer inaperçues, on peut malheureusement dire à bon droit, aujourd'hui encore, que Hegel, bien qu'il soit de nouveau reçu à l'université, et soit presque à la mode, est toujours traité comme un chien crevé. Car que dirait le professeur Vorländer d'un historien de la philosophie qui ne s'apercevrait pas, chez un continuateur de la méthode kantienne, aussi original et critique soit-il, que par exemple elle, unité synthétique de la perception, vient de la critique de la raison pure. L'auteur de ces pages voudrait rompre avec de telles conceptions. Il croit qu'aujourd'hui aussi il est pratiquement important de revenir, à cet égard, aux traditions de l'interprétation de Marx donnée par Engels, qui considérait le mouvement ouvrier allemand comme elle, héritier de la philosophie classique allemande, et par Plekhanov. Il croit que tous les bons marxistes devraient, selon le mot de Lénine, constituer une sorte de société des amis matérialistes de la dialectique hegélienne. La situation de Hegel est cependant aujourd'hui tout à fait inverse de celle de Marx lui-même. Il s'agit, dans ce dernier cas, de comprendre le système et la méthode, tels qu'ils nous sont donnés, dans leur unité cohérente et de préserver cette unité. Dans le premier cas, au contraire, la tâche consiste à procéder à une discrimination entre les tendances multiples qui s'entrecroisent et qui, en partie, se contredisent violemment, et de sauver, en tant que puissance intellectuelle vivante pour le présent, ce qu'il y a de méthodologiquement fécond dans sa pensée. Cette fécondité et cette puissance sont bien plus grandes que beaucoup ne le croient. Et il me semble que plus nous serons en mesure de concrétiser énergiquement cette question, ce qui exige évidemment la connaissance des écrits de Hegel, entre parenthèses, c'est une honte qu'il faille le dire explicitement, mais il faut pourtant le faire, et plus aussi cette fécondité et cette puissance apparaîtront clairement. À vrai dire, ce ne sera plus sous la forme d'un système clos. Le système de Hegel, tel qu'il nous est donné, est un fait historique. Et même là, une critique réellement pénétrante serait, à mon avis, contrainte de constater qu'il ne s'agit pas d'un système ayant une véritable unité intérieure, mais de plusieurs systèmes imbriqués l'un dans l'autre. Les contradictions de méthode entre la phénoménologie et le système lui-même ne sont qu'un exemple de ces déviations. Parenthèse fermante. Si donc Hegel ne doit plus être traité comme un chien crevé, il faut que l'architecture morte du système historiquement donné soit démantelée,
afin que les tendances encore extrêmement actuelles de sa pensée puissent redevenir efficaces et vivantes. Il est universellement connu que Marx nourrissait le projet d'écrire une dialectique. Ouvrez les guillemets. Les justes lois de la dialectique, écrivait-il à Dietzgen, sont déjà contenues dans Hegel, sous une forme mystique, il est vrai. Il s'agit de les dépouiller de cette forme. Fermez les guillemets. Ces pages n'ont pas un instant la prétention, et j'espère qu'il n'est pas besoin d'y insister particulièrement, d'offrir ne fût-ce que l'esquisse d'une telle dialectique. Mais c'est bien leur intention de susciter une discussion dans cette direction, de remettre méthodologiquement cette question à l'ordre du jour. C'est pourquoi toutes les occasions ont été utilisées pour attirer l'attention sur ces connexions méthodologiques, pour pouvoir indiquer le plus concrètement possible les points où les catégories de la méthode hegelienne sont devenues décisives pour le matérialisme historique ainsi que ceux où les voies de Hegel et de Marx se séparent nettement, afin de fournir ainsi un matériel et, si possible, une orientation à la nécessaire discussion de cette question. C'est en partie cette intention qui a conduit à traiter en détail de la philosophie classique dans la seconde partie de l'essai sur la réification. En partie seulement, car il m'a également paru nécessaire d'étudier les contradictions de la pensée bourgeoise là où cette pensée a trouvé sa plus haute expression philosophique. Parenthèse fermante. Des développements du genre de ceux de ces pages ont l'inévitable défaut de ne pas répondre à l'exigence, justifiée, d'être scientifiquement complet et systématique, sans faire pour autant en échange de la vulgarisation. Je suis parfaitement conscient de ce défaut. Mais la description de la façon dont ces essais sont nés et de ce qu'ils visent ne doit pas tant servir d'excuse qu'inciter, ce qui est le but réel de ces travaux, à faire de la question de la méthode dialectique, en tant que question vivante et actuelle, l'objet d'une discussion. Si ces essais fournissent le commencement, ou même seulement l'occasion, d'une discussion réellement fructueuse de la méthode dialectique, d'une discussion qui fasse à nouveau prendre universellement conscience de l'essence de cette méthode, ils auront entièrement accompli leur tâche. Puisqu'il est fait mention de tels défauts, que l'attention du lecteur non habitué à la dialectique soit seulement attirée encore sur une difficulté inévitable, inhérente à l'essence de la méthode dialectique. Il s'agit de la question de la définition des concepts et de la terminologie. Il est de l'essence de la méthode dialectique qu'en elle les concepts faux dans leur unilatéralité abstraite soient dépassés. Pourtant ce processus de dépassement oblige en même temps à opérer constamment avec ces concepts unilatéraux, abstraits et faux, à donner aux concepts leur signification correcte, moins par une définition que par la fonction méthodologique qu'ils remplissent dans la totalité en tant que moment dépassé. Il est cependant encore moins facile de fixer terminologiquement cette transformation des significations dans la dialectique corrigée par Marx que dans la dialectique hegelienne elle-même. Car si les concepts ne sont que les figures en pensée de réalités historiques, leur figure unilatérale, abstraite et fausse fait aussi partie, en tant que moment de l'unité vraie, de cette unité vraie. Les développements de Hegel sur cette difficulté de terminologie dans la préface à la phénoménologie sont donc encore plus justes qu'Hegel lui-même ne le pense, quand il dit. Ouvrez les guillemets. De la même façon les expressions, unité du sujet et de l'objet, du fini et de l'infini, de l'être et de la pensée, etc. présentent cet inconvénient que les termes d'objet et de sujet, etc. désignent ce qu'ils sont en dehors de leur unité, dans leur unité ils, n'ont plus le sens que leur expression énonce, c'est justement ainsi que le faux n'est plus en tant que faux un moment de la vérité. Fermez les guillemets. Dans la pure historicisation de la dialectique, cette constatation se dialectise encore une fois. Le faux est un moment du vrai, à la fois en tant que faux et en tant que non faux.
Quand donc ceux qui font profession de « dépasser Marx » parlent d'un « manque de précision conceptuelle » chez Marx, de simples images tenant lieu de définition, etc. Ils offrent un spectacle aussi désolant que la critique de Hegel, par Schopenhauer et la tentative pour faire apparaître chez Hegel des bévues logiques. Le spectacle de leur incapacité totale à comprendre ne fût-ce que l'ABC de la méthode dialectique. Mais un dialecticien conséquent n'apercevra pas tant dans cette incapacité l'opposition entre des méthodes scientifiques différentes, qu'un phénomène social qu'il a dialectiquement réfuté et dépassé, tout en le comprenant comme phénomène social et historique. Georg Lukács. Vienne, Noël 1922. Fin de l'avant-propos. Essai numéro 1. Qu'est-ce que le marxisme orthodoxe ? Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, mais il s'agit de le transformer. Marx, thèse sur Feuerbach. Cette question, à vrai dire très simple, est devenue, aussi bien dans les milieux bourgeois que dans les milieux prolétariens, l'objet de multiples discussions. Mais il est devenu de bon ton scientifique de tourner en ridicule toute profession de foi de marxisme orthodoxe. Étant donné le manque d'accord qui semblait régner dans le camp socialiste sur la question de savoir quelles sont les thèses constituant la quintessence du marxisme et par conséquent celles que l'on est en droit de contester, voire de rejeter, sans pour autant cesser de revendiquer le titre de marxiste orthodoxe, il est de plus en plus apparu comme non scientifique de faire de l'exégèse scolastique comme sur des phrases de la Bible avec des citations d'ouvrages anciens et en partie dépassés par la critique moderne, de chercher en cela et seulement en cela une source de vérité, au lieu de s'adonner, sans préjugés, à l'étude des faits. Si la question se posait vraiment ainsi, la réponse la plus appropriée serait évidemment un sourire de pitié, mais la question n'est pas si simple et ne l'a jamais été, car, si l'on supposait, même sans l'admettre, que la recherche contemporaine ait prouvé l'inexactitude, de fait, de toutes les affirmations particulières de Marx, un marxiste orthodoxe sérieux pourrait reconnaître sans condition tous ces nouveaux résultats, rejeter toutes les thèses particulières de Marx, sans pour autant, un seul instant, être contraint de renoncer à son orthodoxie marxiste. Le marxisme orthodoxe ne signifie donc pas une adhésion sans critique aux résultats de la recherche de Marx, ne signifie pas une foi, en une thèse ou en une autre, ni l'exégèse d'un livre sacré. L'orthodoxie en matière de marxisme se réfère bien au contraire et exclusivement à la méthode. Elle implique la conviction scientifique qu'avec le marxisme dialectique a été trouvée la méthode de recherche juste, que cette méthode ne peut être développée, perfectionnée et approfondie que dans le sens de ses fondateurs, mais que toutes les tentatives pour la dépasser ou l'améliorer n'ont conduit qu'à la trivialiser, en faire un éclectisme, et devaient nécessairement conduire à cela. Partie 1. La dialectique matérialiste est une dialectique révolutionnaire. Cette détermination est si importante et d'un poids si décisif pour la compréhension de son essence, que c'est elle qui doit d'abord être envisagée, avant même que l'on puisse traiter de la méthode dialectique elle-même, afin de poser véritablement le problème. S'agit ici du problème de la théorie et de la praxis et pas seulement dans le sens où Marx l'entendait dans sa première critique hegelienne, lorsqu'il disait que, ouvrez les guillemets, la théorie devient force matérielle dès qu'elle saisit les masses. Fermez les guillemets. Il s'agit plutôt de rechercher, aussi bien dans la théorie que dans la façon dont elle pénètre les masses, ces moments et ces déterminations qui font de la théorie, de la méthode dialectique, le véhicule de la révolution. Il s'agit de développer l'essence pratique de la théorie à partir de la théorie et du rapport qu'elle établit avec son objet. Car, sans cela, cette saisie des masses pourrait être une apparence vide.
Il se pourrait que les masses, mues par des impulsions toutes différentes, agissent en direction de buts tout différents, et que la théorie ait, pour leurs mouvements, un contenu purement contingent, qu'elle soit une forme par laquelle elles élèvent à la conscience leur action socialement nécessaire aux contingentes, sans que cet acte de prise de conscience soit lié de façon essentielle ou réelle à l'action elle-même. Marx a, dans le même écrit, clairement exprimé les conditions de possibilité d'un tel rapport entre la théorie et la praxis. Ouvrez les guillemets. Il ne suffit pas que la pensée tende vers la réalité elle-même doit tendre vers la pensée, et dans un écrit antérieur, il apparaîtra alors que depuis longtemps le monde possède le rêve d'une chose dont il faut seulement posséder la conscience pour la posséder réellement. Fermez les guillemets. Seul un tel rapport de la conscience à la réalité rend possible l'unité entre la théorie et la praxis. C'est seulement quand la prise de conscience implique la démarche décisive que le processus historique doit effectuer en direction de son terme propre, terme constitué par la volonté humaine, mais qui ne dépend pas du libre arbitre humain et qui n'est pas une invention de l'esprit humain. C'est seulement quand la fonction historique de la théorie consiste à rendre possible pratiquement cette démarche, quand est donnée une situation historique dans laquelle la connaissance exacte de la société devient, pour une classe, la condition immédiate de son auto-affirmation dans la lutte, quand, pour cette classe, la connaissance de soi signifie en même temps la connaissance correcte de toute la société, quand, par suite, pour une telle connaissance, cette classe est à la fois sujet et objet de la connaissance, la théorie se trouvant, de cette façon, en prise immédiate et adéquate sur le processus de révolution sociale, c'est alors que l'unité de la théorie et de la pratique, condition préalable de la fonction révolutionnaire de la théorie, devient possible. Une telle situation a surgi avec l'apparition du prolétariat dans l'histoire. Ouvrez les guillemets. Quand le prolétariat, dit Marx, annonce la dissolution de l'ordre actuel du monde, il ne fait qu'énoncer le secret de sa propre existence, car il constitue la dissolution effective de cet ordre du monde. Fermez les guillemets. La théorie qui énonce cela ne se relie pas à la révolution d'une façon plus ou moins contingente et par des liens lâchés, mécomprises, elle n'est, de par son essence, que l'expression pensée du processus révolutionnaire lui-même. Chaque étape de ce processus se fixe dans la théorie pour devenir par la généralisable, communicable, contingente et par des liens lâchés, mécomprises, elle n'est, que la fixation et la conscience d'une démarche nécessaire, elle devient en même temps la condition préalable et nécessaire de la démarche suivante. L'éclaircissement de cette fonction de la théorie ouvre en même temps la voie à la connaissance de son essence théorique, c'est-à-dire à la méthode de la dialectique. Le fait d'avoir négligé ce point tout simplement décisif introduit beaucoup de confusion dans les discussions sur la méthode dialectique, car, que l'on critique les développements de Engels dans l'anti-Düring, décisifs pour l'évolution ultérieure de la théorie, qu'on les tienne pour incomplets, voire insuffisants, ou qu'on les considère comme classiques, il faut néanmoins reconnaître qu'il leur manque précisément cette dimension. En effet, Engels décrit la conceptualisation de la méthode dialectique en l'opposant à la conceptualisation métaphysique. Il souligne avec pénétration le fait que, dans la méthode dialectique, la rigidité des concepts, et des objets qui leur correspondent, est dissoute, que la dialectique est un processus constant de passage fluide d'une détermination dans l'autre, un permanent dépassement des contraires, quel est leur passage de l'un dans l'autre, que, par conséquent, la causalité unilatérale et rigide doit être remplacée par l'action réciproque. Mais l'aspect le plus essentiel de cette action réciproque, la relation dialectique du sujet et de l'objet dans le processus de l'histoire, n'est même pas mentionné, et encore moins placé au centre,
comme il devrait l'être, des considérations méthodologiques. Or, privée de cette détermination, la méthode dialectique, malgré le maintien, purement apparent, il est vrai, des concepts fluides, cesse d'être une méthode révolutionnaire. La différence avec la métaphysique n'est plus cherchée alors dans le fait qu'en toute étude métaphysique, l'objet de l'étude doit rester intouché et inchangé et que, par conséquent, l'étude reste dans une perspective purement intuitive et ne devient pas pratique, alors que pour la méthode dialectique la transformation de la réalité constitue le problème central. Si on néglige cette fonction centrale de la théorie, l'avantage de la conceptualisation, fluide, devient tout à fait problématique. Cela devient une affaire purement scientifique. La méthode peut être rejetée ou acceptée, selon l'état de la science, sans que l'attitude fondamentale vis-à-vis de la réalité et de son caractère modifiable ou immuable subisse le moindre changement. L'impénétrabilité, les caractères fatals et immuables de la réalité, sa conformité à des lois au sens du matérialisme bourgeois et intuitif, et de l'économie classique qui lui est intimement apparentée, peuvent même être encore renforcées, comme cela s'est produit chez les adeptes du marxisme, disciples de Mach. Le fait que la pensée de Mach puisse engendrer un volontarisme également bourgeois, ne contredit nullement cette affirmation. Fatalisme et volontarisme ne sont contradictoires que dans une perspective non dialectique et non historique. Pour la conception dialectique de l'histoire, ils sont des pôles unis par un lien de complémentarité réciproque, des reflets dans la pensée par lesquels s'exprime clairement l'antagonisme de l'ordre social capitaliste, l'impossibilité de résoudre ses problèmes sur son propre terrain. C'est pourquoi toute tentative pour approfondir la méthode dialectique d'une manière critique, conduit nécessairement à un aplatissement. En effet, le point de départ méthodologique de toute prise de position critique consiste justement dans la séparation de la méthode et de la réalité, de la pensée et de l'être. Elle voit justement dans cette séparation le progrès qui doit lui être attribué comme un mérite au sens d'une science au caractère authentiquement scientifique, par opposition au matérialisme grossier et non critique de la méthode marxiste. Bien entendu, libre à elle de le faire, mais il faut constater qu'elle ne se meut pas dans la direction qui constitue l'essence la plus intime de la méthode dialectique. Marx et Engels se sont exprimés là-dessus d'une façon non ambiguë. Ouvrez les guillemets. Par là, la dialectique fut réduite à la science des lois générales du mouvement, tant du monde extérieur que de la pensée humaine à deux séries de lois identiques au fond. Fermez les guillemets, dit Engels. Ou bien, comme Marx l'a écrit d'une manière bien plus précise, ouvrez les guillemets, comme dans toute science sociale historique, il faut toujours garder en vue, dans l'étude du mouvement des catégories économiques, que les catégories expriment des formes d'existence et des conditions d'existence. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Cette limitation de la méthode à la réalité historico-sociale est très importante. Les malentendus qu'a suscité la manière engelsienne d'exposer la dialectique viennent essentiellement de ce que Engels, suivant le mauvais exemple de Hegel, a étendu la méthode dialectique à la connaissance de la nature, alors que les déterminations décisives de la dialectique, action réciproque du sujet et de l'objet, unité de la théorie et de la praxis, modification historique du substrat des catégories comme fondement de leur modification dans la pensée, etc., ne se retrouvent pas dans la connaissance de la nature. La place me manque malheureusement pour discuter en détail ces questions. Fin de la note. Quand ce sens de la méthode dialectique s'obscurcit, elle apparaît nécessairement comme un supplément inutile, un simple ornement de la sociologie, ou de l'économie marxiste. Elle apparaît même comme un obstacle à l'étude sobre et impartiale des faits,
comme une construction vide au moyen de laquelle le marxisme ferait violence aux faits. Bernstein a exprimé de la façon la plus claire et formulé de la façon la plus précise cette objection à la méthode dialectique, en partie à cause de sa propre impartialité, que ne venait troubler aucune connaissance philosophique. Cependant, les conséquences réelles, politiques et économiques qu'il déduit de son désir de libérer la méthode des embûches dialectiques de l'hégélianisme, montrent clairement où mène ce chemin. Elle montre qu'il faut justement séparer la dialectique et la méthode du matérialisme historique si l'on veut fonder une théorie conséquente de l'opportunisme, de l'évolution sans révolution, du passage naturel, et sans lutte au socialisme. Partie 2. Ici doit cependant immédiatement surgir une question: que signifie du point de vue méthodologique ces soi-disant faits que toute la littérature révisionniste idolâtre? Dans quelle mesure peut-on voir en eux des facteurs d'orientation pour l'action du prolétariat révolutionnaire? Évidemment, toute connaissance de la réalité part des faits. Il s'agit seulement de savoir quelles données de la vie méritent, entre parenthèses, et dans quel contexte méthodologique, d'être considérées comme des faits importants pour la connaissance. L'empirisme borné conteste, à vrai dire, que les faits ne deviennent à proprement parler des faits qu'à travers une telle élaboration méthodologique différente suivant le but de la connaissance. Il croit pouvoir trouver dans toute donnée, dans tout chiffre statistique, dans tout fait brut de la vie économique, un fait important pour lui. Il ne voit pas que la plus simple énumération de faits, la juxtaposition la plus dénuée de commentaires est déjà une interprétation, qu'à ce niveau déjà les faits sont saisis à partir d'une théorie, d'une méthode, qu'ils sont abstraits du contexte de la vie dans lequel ils se trouvaient originairement et introduits dans le contexte d'une théorie. Les opportunistes, plus raffinés, malgré leur répugnance instinctive et profonde pour toute théorie, ne le contestent nullement, mais ils invoquent la méthode des sciences de la nature, la façon dont celles-ci sont capables de médiatiser les faits purs par l'observation, l'abstraction et l'expérimentation et sont capables de fonder leurs relations, et ils opposent aux constructions violentes de la méthode dialectique un tel idéal de connaissance. Le caractère spécieux d'une telle méthode réside en ceci que le développement même du capitalisme tend à produire une structure de la société qui va au-devant de tels procédés de pensée, mais nous avons, justement ici et à cause de cela, besoin de la méthode dialectique, pour ne pas succomber à l'illusion sociale ainsi produite, pour pouvoir, derrière cette illusion, entrevoir l'essence. Les purs faits des sciences de la nature surgissent en effet ainsi: un phénomène de la vie est transporté, réellement ou en pensée, dans un contexte qui permet d'étudier les lois auxquelles il obéit sans l'intervention perturbante d'autres phénomènes. Ce processus se renforce du fait que les phénomènes sont réduits à leur pure essence quantitative, à leur expression en nombre et en rapport de nombre. Les opportunistes ne se rendent jamais compte qu'il est de l'essence du capitalisme de produire les phénomènes de cette façon. Marx décrit d'une manière très pénétrante un semblable processus d'abstraction de la vie lorsqu'il traite du travail, mais il n'oublie pas d'insister de façon également pénétrante sur le fait qu'il s'agit ici d'une caractéristique historique de la société capitaliste. Ouvrez les guillemets. Ainsi les abstractions les plus générales ne se développent que dans l'évolution concrète la plus riche où une chose apparaît à plusieurs en commun, commune à tous. Alors elle cesse de pouvoir être pensée uniquement sous forme particulière. Fermez les guillemets. Cette tendance de l'évolution capitaliste va cependant encore plus loin. Le caractère fétichiste des formes économiques, la réification de toutes les relations humaines, l'extension croissante d'une division du travail qui atomise abstraitement et rationnellement le processus de production sans se soucier des possibilités et des capacités humaines des producteurs immédiats,
transforment les phénomènes de la société et avec eux leur aperception. Des faits isolés surgissent, des ensembles de faits isolés, des secteurs particuliers ayant leurs propres lois, entre parenthèses théorie économique, droit, etc., qui semblent être déjà, dans leur apparence immédiate, largement élaborés pour une telle étude scientifique. Si bien qu'il peut sembler particulièrement scientifique de pousser jusqu'au bout et d'élever au niveau d'une science cette tendance déjà inhérente aux faits eux-mêmes. Tandis que la dialectique qui, par opposition à ces faits et à ces systèmes partiels isolés et isolants, insiste sur l'unité concrète du tout et démasque cette illusion en tant qu'illusion, produite nécessairement par le capitalisme, fait l'effet d'une simple construction. Le caractère non scientifique de cette méthode apparemment si scientifique réside donc en ceci qu'elle ne s'aperçoit pas du caractère historique des faits qui lui servent de base et néglige ce caractère historique. Mais il n'y a pas seulement ici une source d'erreur, qui échappe toujours à cette recherche sur laquelle Engels a attiré explicitement l'attention. L'essence de cette source d'erreur réside en ce que la statistique et la théorie économique, exacte, construite sur elle se traînent en boitant derrière l'évolution. Marx dit, ouvrez les guillemets. Pour l'histoire contemporaine en cours, on ne sera donc que trop souvent contraint de traiter ce facteur, le plus décisif, comme constant, de considérer la situation économique trouvée au début de la période en question comme donnée pour toute la période et invariable ou de ne tenir compte que des modifications à cette situation qui résultent des événements, eux-mêmes évidents, et apparaissent par conséquent clairement elles aussi. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Mais on ne saurait oublier que exactitude dans les sciences de la nature présuppose justement la constance des éléments. Cette exigence méthodologique a déjà été posée par Galilée. Fin de la note. Comme la structure de la société capitaliste vient au devant de la méthode des sciences de la nature, car en cela réside la condition sociale préalable de leur exactitude, il y a dans cet état de fait quelque chose de tout à fait problématique. Si, en effet, la structure interne des faits et la structure de leurs relations sont saisies dans leur essence même d'une façon historique, c'est-à-dire comme impliquées dans un processus de révolution ininterrompu, il faut vraiment se demander quand est commise la plus grande inexactitude scientifique. Est-ce lorsque je saisis les faits dans une forme d'objectivité dominée par des lois dont je dois avoir la certitude, ou, à tout le moins, la probabilité méthodologique qu'elles ne sont plus valables pour ces faits? Ou bien est-ce quand je tire consciemment les conséquences de cette situation, quand j'adopte dès l'abord une attitude critique vis-à-vis de l'exactitude ainsi atteinte, et quand je dirige mon attention sur les moments où cette essence historique, cette modification décisive, se manifeste réellement? Le caractère historique des faits que la science croit saisir dans une telle pureté, apparaît cependant d'une manière encore plus néfaste. Ces faits sont, en effet, comme produits de l'évolution historique, non seulement impliqués dans un continuel changement, mais encore, ils sont, précisément dans la structure de leur objectivité des produits d'une époque historique déterminée, celle du capitalisme. En conséquence, cette science qui reconnaît, comme fondement de la valeur scientifique, la façon dont les faits sont immédiatement donnés, et comme point de départ de la conceptualisation scientifique, leur forme d'objectivité, cette science se place tout simplement et dogmatiquement sur le terrain de la société capitaliste, acceptant sans critique son essence, sa structure d'objet, ses lois, comme un fondement immuable de la science. Pour progresser de ces faits au vrai sens du mot, il faut pénétrer leur conditionnement historique comme tel et abandonner le point de vue à partir duquel ils sont donnés comme immédiats, il faut les soumettre eux-mêmes à un traitement historico-dialectique, parce que, comme Marx le dit, ouvrez les guillemets,
La forme achevée des rapports économiques tels qu'ils se montrent à leur surface dans leur existence réelle et par suite aussi dans les représentations par lesquelles les porteurs et les agents de ces rapports cherchent à s'en faire une idée claire et très différente et en fait contraire à leur forme interne, essentielle mais cachée, et au concept qui y correspond. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Cette distinction entre l'existence qui se décompose en ces moments dialectiques d'apparence, d'apparition et d'essence, et la réalité provient de la logique des Hegel. On ne peut malheureusement pas développer ici combien toute la conceptualisation du capital s'inspire de ces distinctions. Cette distinction entre la représentation et le concept vient aussi de Hegel. Fin de la note. Pour progresser de ces faits au vrai sens du mot, il faut pénétrer leur conditionnement historique comme tel et abandonner le point de vue à partir duquel ils sont donnés comme immédiats, il faut les soumettre eux-mêmes à un traitement historico-dialectique, parce que, comme Marx le dit, ouvrez les guillemets, la forme achevée des rapports économiques tels qu'ils se montrent à leur surface dans leur existence réelle et par suite aussi dans les représentations par lesquelles les porteurs et les agents de ces rapports cherchent à s'en faire une idée claire et très différente et en fait contraire à leur forme interne, essentielle mais cachée, et au concept qui y correspond. Fermez les guillemets. Si donc les faits doivent être saisis avec justesse, il convient d'abord de saisir clairement et exactement cette différence entre leur existence réelle et leur noyau intérieur, entre les représentations que l'on se forme d'eux et leurs concepts. Cette distinction est la première condition préalable d'une étude vraiment scientifique qui, d'après les paroles de Marx, ouvrez les guillemets, serait superflue si l'apparence phénoménale et l'essence des choses coïncidaient immédiatement, fermez les guillemets. Il s'agit donc d'une part de détacher les phénomènes de leur forme donnée immédiate, de trouver les médiations par lesquelles ils peuvent être rapportés à leur noyau et à leur essence et saisis en leur essence même et, d'autre part, d'atteindre à la compréhension de ce caractère phénoménal, de cette apparence phénoménale, considérée comme leur forme d'apparition nécessaire. Cette forme d'apparition est nécessaire en raison de leur essence historique, en raison du fait qu'ils ont poussé sur le terrain de la société capitaliste. Cette double détermination, cette reconnaissance et ce dépassement simultané de l'être immédiat, est justement la relation dialectique. La structure interne du capital a causé précisément les plus grandes difficultés aux lecteurs superficiels acceptant de manière non critique des catégories de pensée propres au développement capitaliste, car, d'une part, l'exposition pousse à son extrême limite le caractère capitaliste de toutes les formes économiques et constitue un milieu de pensée dans lequel ces formes capitalistes agissent à l'état pur en décrivant une société qui correspond à la théorie, donc une société entièrement capitalisée, constituée uniquement par des prolétaires et des capitalistes, mais, d'autre part, aussitôt que cette conception aboutit à un résultat quelconque, aussitôt que ce monde de phénomènes se cristallise sur le plan théorique, le résultat obtenu se trouve aussitôt dissous en tant que simple apparence, reflet renversé de rapport renversé, reflet qui n'est que l'expression consciente du mouvement apparent. C'est dans ce contexte seulement qui intègre les différents faits de la vie sociale, entre parenthèses, en tant qu'élément du devenir historique, dans une totalité, que la connaissance des faits devient possible en tant que connaissance de la réalité. Cette connaissance par des déterminations simples, pures, immédiates et naturelles, entre parenthèses dans le monde capitaliste, que nous venons de caractériser, pour avancer à partir d'elle vers la connaissance de la totalité concrète en tant que reproduction en pensée de la réalité. Cette totalité concrète n'est nullement donnée immédiatement à la pensée. Ouvrez les guillemets. Le concret est concret, dit Marx, parce qu'il est la synthèse de plusieurs déterminations, donc unité du multiple. Fermez les guillemets.
L'idéalisme tombe ici dans l'illusion qui consiste à confondre ce processus de reproduction de la réalité avec le processus d'édification de la réalité elle-même. Car, comme le dit Marx, ouvrez les guillemets, dans la pensée, le concret apparaît comme un processus de synthèse, comme un résultat et non pas comme point de départ, bien qu'il soit le point de départ réel et aussi, par conséquent, le point de départ de l'intuition et de la représentation. Fermez les guillemets. Le matérialisme vulgaire, par contre, même s'il prend chez Bernstein et chez d'autres l'aspect le plus moderne, se contente de reproduire les déterminations immédiates et simples de la vie sociale. Il croit être particulièrement exact en acceptant ces déterminations sans aucune analyse poussée, sans les relier à la totalité concrète, en les abandonnant à leur isolement abstrait et en tentant de les expliquer par des lois scientifiques abstraites non rattachées à une totalité concrète. Ouvrez les guillemets. La grossièreté et le vide conceptuel résidant précisément, dit Marx, dans le fait de relier de manière purement contingente ce qui est relié de manière organique, et de faire de cette relation une relation purement réflexive, fermez les guillemets. Note de bas de page. La catégorie de la relation réflexive provient, elle aussi, de la logique de Hegel. Fin de la note. Ouvrez les guillemets. La grossièreté et le vide conceptuel résidant précisément, dit Marx, dans le fait de relier de manière purement contingente ce qui est relié de manière organique, et de faire de cette relation une relation purement réflexive, fermez les guillemets. La grossièreté et le vide conceptuel de telles relations purement réflexives consistent surtout dans le fait que, par elles, le caractère historique passager de la société capitaliste est obscurci et que ces déterminations apparaissent comme des catégories intemporelles, éternelles, communes à toutes les formes de vie sociale. Cela s'est révélé de la manière la plus grossière dans l'économie vulgaire bourgeoise, mais, peu de temps après, le marxisme vulgaire a pris le même chemin. Aussitôt que la méthode dialectique et, avec elle, la prédominance méthodologique de la totalité sur les moments particuliers ont été ébranlées, aussitôt que les partis ne trouvaient plus dans l'ensemble leur concept et leur vérité et, qu'au contraire, le tout était éliminé de la recherche comme non scientifique ou réduit à une simple idée, ou bien à une somme des parties, la relation réflexive des parties isolées devait apparaître comme une loi éternelle de toute société humaine. Car, l'affirmation de Marx, ouvrez les guillemets, les rapports de production de toute société forment un tout, fermez les guillemets, est le point de départ méthodologique et la clé de la connaissance historique des rapports sociaux. Toute catégorie partielle isolée peut être traitée et pensée, dans cet isolement comme étant toujours présente pendant toute l'évolution de la société humaine. Entre parenthèses, si on ne la trouve pas dans une société, c'est alors le hasard qui confirme la règle. La distinction réelle des étapes de l'évolution historique s'exprime de manière beaucoup moins claire et univoque dans les changements auxquels sont soumis les éléments partiels isolés, que dans les changements de leur fonction dans le processus d'ensemble de l'histoire, de leur rapport à l'ensemble de la société. Partie 3. Cette conception dialectique de la totalité, qui s'éloigne en apparence tellement de la réalité immédiate et qui construit cette réalité d'une manière en apparence, non scientifique, est, en fait, la seule méthode qui puisse saisir et reproduire la réalité sur le plan de la pensée. La totalité concrète est donc la catégorie fondamentale de la réalité. La justesse de cette perspective se révèle cependant dans toute sa clarté lorsque nous plaçons au centre de notre recherche le substrat matériel réel de notre méthode, la société capitaliste avec son antagonisme interne entre les forces et les rapports de production. La méthode des sciences de la nature, qui constitue l'idéal méthodologique de toute science réflexive et de tout révisionnisme, ne connaît pas de contradiction,
d'antagonisme, dans son objet, si elle rencontre néanmoins une contradiction entre les différentes théories, elle n'y voit qu'un symptôme du caractère inachevé du degré de connaissance atteint jusqu'alors. Les théories qui semblent se contredire doivent trouver dans ces contradictions même leurs limites, elles doivent donc être modifiées en conséquence et subsumées sous des théories plus générales dans lesquelles les contradictions disparaîtront définitivement. Dans le cas de la réalité sociale, par contre, ces contradictions ne sont pas des symptômes d'une imparfaite appréhension scientifique de la réalité, mais appartiennent, d'une manière indissoluble, à l'essence de la réalité même, à l'essence de la société capitaliste. Leur dépassement dans la connaissance de la totalité ne les fait pas cesser d'être des contradictions. Au contraire, elles sont comprises en tant que contradictions nécessaires, en tant que fondement antagonique de cet ordre de production. Quand la théorie en tant que connaissance de la totalité ouvre la voie au dépassement de ces contradictions, à leur suppression, elle le fait en montrant les tendances réelles du processus de développement de la société qui sont appelées à dépasser réellement ces contradictions dans la réalité sociale, au cours du développement social. L'opposition entre la méthode dialectique et la méthode critique, ou la méthode matérialiste vulgaire, ou la méthode de Mach, etc., est, elle-même, dans cette perspective, un problème social. L'idéal épistémologique des sciences de la nature qui, appliqué à la nature, ne fait que servir le progrès de la science, apparaît lorsqu'il est appliqué à l'évolution de la société comme un instrument de combat idéologique de la bourgeoisie. Pour cette dernière, c'est une question vitale, d'une part, de concevoir son propre ordre de production comme constitué par des catégories valables d'une manière intemporelle et destinées à exister éternellement grâce aux lois éternelles de la nature et de la raison et, d'autre part, de juger les contradictions qui s'imposent à la pensée d'une manière inévitable, non pas comme des phénomènes appartenant à l'essence même de cet ordre de production, mais comme de simples faits de surface. La méthode de l'économie classique est issue de ce besoin idéologique, mais elle a trouvé aussi ses limites, en tant que connaissance scientifique, dans cette structure de la réalité sociale, dans le caractère antagonique de la production capitaliste. Si un penseur de l'importance de Riccardoni, la nécessité de l'élargissement du marché correspondant à l'augmentation de la production et à l'accroissement du capital, il le fait, bien entendu, de manière inconsciente, pour ne pas être obligé de reconnaître la nécessité des crises dans lesquelles se révèle, de la manière la plus grossière, l'antagonisme fondamental de la production capitaliste, le fait que, le mode de production bourgeois implique une limitation du libre développement des forces productives. Ce qui se fait encore en toute bonne foi chez Ricardo, devient, il est vrai, dans l'économie vulgaire, une apologie consciemment mensongère de la société bourgeoise. En s'efforçant, soit d'éliminer d'une manière systématique la méthode dialectique de la science prolétarienne, soit, du moins, de l'affiner de manière critique, le marxisme vulgaire arrive, qu'il le veuille ou non, au même résultat. Ainsi, de la manière peut-être la plus grotesque, Max Adler, qui voudrait séparer, d'un point de vue critique, la dialectique en tant que méthode, en tant que mouvement de la pensée, de la dialectique de l'être, en tant que métaphysique, et qui, au sommet de la critique, arrive à ce résultat. Séparer nettement des deux précédentes la dialectique en tant que, ouvrez les guillemets, élément de science positive duquel, il s'agit en tout premier lieu lorsqu'on parle d'une dialectique réelle dans le marxisme. Fermez les guillemets. Cette dialectique, qu'il vaudrait mieux appeler, ouvrez les guillemets, antagonisme, constate simplement une opposition existant entre l'intérêt égoïste de l'individu et les formes sociales dans lesquelles celui-ci se trouve inséré. Fermez les guillemets. Par là,
On dissout l'antagonisme économique objectif qui s'exprime dans les luttes de classe en un conflit entre l'individu et la société à partir duquel on ne peut plus comprendre comme nécessaire ni la naissance, ni les problèmes internes, ni le déclin de la société capitaliste, et dont le résultat est, qu'on le veuille ou non, une philosophie kantienne de l'histoire. Et, d'autre part, on fige aussi la structure de la société bourgeoise comme forme universelle de la société en général, car le problème central auquel s'attache Max Adler, celui de la dialectique ou mieux encore de l'antagonisme, n'est rien d'autre qu'une des formes typiques dans lesquelles s'exprime sur le plan idéologique le caractère antagonique de l'ordre social capitaliste. Que cette éternisation du capitalisme ait lieu à partir du fondement économique ou des formations idéologiques, qu'elle se fasse naïvement et innocemment ou bien avec un raffinement critique, quant à l'essentiel, cela revient au même. Ainsi se perd, avec le refus ou l'effacement de la méthode dialectique, l'intelligibilité de l'histoire. Il ne s'agit naturellement pas d'affirmer que certaines personnalités ou époques historiques ne sauraient être décrites de manière plus ou moins exacte en dehors de la méthode dialectique. Il s'agit bien plutôt de l'impossibilité de comprendre dans cette perspective l'histoire en tant que processus unitaire. Cette impossibilité se manifeste dans la science bourgeoise, d'une part, par des constructions abstraites et sociologiques de l'évolution historique du type Spencer ou Auguste Comte, dont les contradictions internes ont été mises en lumière par la théorie bourgeoise moderne de l'histoire et notamment par Rickert, et, d'autre part, par l'exigence d'une philosophie de l'histoire dont le rapport avec la réalité historique apparaît de nouveau comme un problème méthodologiquement insoluble. Car l'opposition entre la description d'un aspect partiel de l'histoire et l'histoire comme processus unitaire n'est pas fondée sur une simple différence d'ampleur, comme, par exemple, la distinction entre histoire particulière et histoire universelle, mais sur une opposition méthodologique, une opposition de point de vue. Le problème de la compréhension unitaire du processus historique surgit nécessairement avec l'étude de toute époque et de tout secteur partiel, etc. Et c'est ici que se révèle l'importance décisive de la conception dialectique de la totalité, car il est tout à fait possible que quelqu'un comprenne et décrive d'une manière essentiellement juste un événement historique sans pour cela être capable de saisir ce même événement en ce qu'il est réellement, dans sa fonction réelle à l'intérieur du tout historique auquel il appartient, c'est-à-dire sans le saisir à l'intérieur de l'unité du processus historique. Un exemple caractéristique de cela se trouve dans la position de Sismondi face au problème des crises. Sismondi a, en dernière instance, échoué, parce qu'il a très bien compris les tendances évolutives et immanentes aussi bien de la production que de la distribution, il est resté néanmoins, malgré sa critique par ailleurs pénétrante du capitalisme, prisonnier des formes d'objectivité capitaliste, ainsi il a saisi ces tendances immanentes comme des processus indépendants l'un de l'autre, ne comprenant pas que les rapports de distribution ne sont que les rapports de production sub alia specie. Il succombe à la même fatalité à laquelle succombe la fausse dialectique de Proudhon. Il change les différents membres de la société en autant de sociétés à part. La catégorie de la totalité n'abolit donc pas, nous le répétons, ces moments constitutifs dans une unité indifférenciée, une identité, la forme d'apparition de leur indépendance, de leur autonomie, autonomie qu'ils possèdent dans l'ordre de production capitaliste, ne se révèlent comme pure apparence que dans la mesure où ils parviennent à un rapport dialectique et dynamique, se laissant saisir comme des moments dialectiques et dynamiques d'un tout, lui-même dialectique et dynamique. Ouvrez les guillemets. Nous arrivons à la conclusion, dit Marx, que production, distribution, échange et consommation ne sont pas identiques, mais qu'ils constituent tous des membres d'une totalité,
des différences au sein d'une unité. Une forme déterminée de la production détermine donc des formes déterminées de la consommation, de la distribution, de l'échange, ainsi que certains rapports de ces différents moments entre eux. Il y a action réciproque entre ces différents moments, c'est ainsi dans chaque ensemble organique. Fermez les guillemets. Il ne faut cependant pas s'arrêter à la catégorie de l'action réciproque, car si l'on conçoit cette action comme une simple action causale réciproque de deux objets par ailleurs immuables, on n'a pas avancé d'un seul pas vers la connaissance de la réalité sociale, par rapport aux séries causales univoques du matérialisme vulgaire, ou aux relations fonctionnelles de Mach, etc. Car il existe aussi une action réciproque lorsque, par exemple, une boule de billard immobile est heurtée par une autre boule en mouvement, la première se met en branle, l'autre modifiera sa propre direction en conséquence du choc, et ainsi de suite. L'action réciproque dont nous parlons ici doit aller au-delà de l'action réciproque d'objets par ailleurs immuables, elle ne va effectivement au-delà que dans son rapport avec le tout. Le rapport au tout devient la détermination conditionnant la forme d'objectivité de tout objet, tout changement essentiel et important pour la connaissance se manifeste en tant que changement du rapport au tout et par cela même comme changement de la forme d'objectivité elle-même. Marx a exprimé cette pensée en d'innombrables passages. Je cite seulement un des textes les plus connus, ouvrez les guillemets. Un nègre est un nègre, c'est dans certaines conditions seulement qu'il devient un esclave. Une machine à tisser le coton est une machine à tisser le coton, c'est dans certaines conditions seulement qu'elle devient capitale. Séparée de ces conditions, elle est aussi peu capitale que l'or n'est en soi de l'argent ou le sucre prix du sucre. Fermez les guillemets. Ce changement continu des formes d'objectivité de tous les phénomènes sociaux dans leur action réciproque dialectique continue, la naissance de l'intelligibilité d'un objet, à partir de sa fonction dans la totalité déterminée dans laquelle il fonctionne, font que la conception dialectique de la totalité est seule à comprendre la réalité en tant que devenir social. C'est seulement dans cette perspective que les formes fétichistes d'objectivité, engendrées nécessairement par la production capitaliste, sont dissoutes en une apparence que l'on comprend en tant qu'apparence nécessaire, mais qui n'en reste pas moins une apparence. Les rapports réflexifs de ces formes fétichistes, leur loi, surgit elles aussi nécessairement de la société capitaliste, mais dissimulant les rapports réels entre les objets, se montrent comme les représentations nécessaires que se font les agents de la production capitaliste. Elles sont donc objets de connaissance, mais l'objet connu dans et par ces formes fétichistes n'est pas l'ordre capitaliste de production lui-même, c'est l'idéologie de la classe dominante. Il faut déchirer ce voile pour arriver à la connaissance historique. Car les déterminations réflexives des formes fétichistes d'objectivité ont justement pour fonction de faire apparaître les phénomènes de la société capitaliste comme des essences suprahistoriques. La connaissance de la véritable objectivité d'un phénomène, la connaissance de son caractère historique et la connaissance de sa fonction réelle dans la totalité sociale forment donc un acte individu de connaissance. Cette unité est brisée par la méthode pseudo-scientifique. Ainsi, par exemple, la connaissance de la distinction, fondamentale pour la science économique, entre capital constant et capital variable n'a été rendue possible que par la méthode dialectique. La science économique classique n'était pas capable d'aller au-delà de la distinction entre capital fixe et capital circulant, et cela n'est pas un hasard. Car, ouvrez les guillemets. Le capital variable n'est qu'une forme historique particulière de la somme des moyens de subsistance ou de la somme de travail dont le travailleur a besoin pour son entretien et sa reproduction et qu'il doit lui-même produire et reproduire dans tous les systèmes de la production sociale. La somme de travail ne lui revient que sous la forme du paiement de son travail,
car son propre produit s'éloigne toujours de lui sous la forme du capital. La forme marchande du produit et la forme monétaire de la marchandise masquent la transaction. Fermez les guillemets, le capital, livre 1. Cette illusion fétichiste, dont la fonction consiste à cacher la réalité et qui enveloppe tous les phénomènes de la société capitaliste, ne se borne pas à masquer seulement leur caractère historique, c'est-à-dire transitoire, plus exactement, elle n'est rendue possible que par le fait que toutes les formes d'objectivité dans lesquelles le monde apparaît nécessairement et immédiatement à l'homme dans la société capitaliste, cachent également, en premier lieu, les catégories économiques, leur essence profonde comme forme d'objectivité, comme catégorie des relations interhumaines, les formes d'objectivité apparaissent comme des choses et des relations entre choses. C'est pour cela que la méthode dialectique, en même temps qu'elle déchire le voile d'éternité des catégories, doit aussi déchirer leur voile de choséité pour ouvrir la voie à la connaissance de la réalité. Ouvrez les guillemets. L'économie, dit Engels dans son commentaire à la critique de l'économie politique de Marx, ne traite pas de choses, mais de rapports entre personnes et en dernière instance entre classes, mais ces rapports sont toujours liés à des choses et apparaissent comme des choses. Fermez les guillemets. Avec cette connaissance, la méthode dialectique, et sa conception de la totalité, se manifeste comme connaissance de la réalité du devenir social. La relation dialectique des parties au tout pouvait encore apparaître comme une simple détermination mentale et méthodologique dans laquelle les catégories vraiment constitutives de la réalité sociale n'apparaissent pas plus que dans les déterminations réflexives de l'économie bourgeoise et dont la supériorité sur ces dernières ne serait, par suite, qu'une affaire purement méthodologique, mais la différence est une différence bien plus profonde et principielle. Car, par le fait que dans chaque catégorie économique, une relation déterminée entre les hommes à un niveau déterminé de leur évolution historique apparaît, est rendue consciente et est amenée à son concept, par ce fait, le mouvement de la société humaine elle-même peut enfin être saisi avec ses lois internes, à la fois comme produit des hommes eux-mêmes et comme produit des forces qui ont surgi de leurs relations et ont échappé à leur contrôle. Les catégories économiques deviennent donc dynamiques et dialectiques en un double sens. Elles sont en interaction vivante comme catégories, purement, économiques et aident à la connaissance de n'importe quelle section historique de l'évolution sociale. Mais comme elles ont leur origine dans des relations humaines, comme elles fonctionnent dans le processus de transformation des relations humaines, la marche de l'évolution elle-même devient visible dans leur relation réciproque avec le substrat réel de leur action. Autrement dit, la production et la reproduction d'une totalité économique déterminée, que la science a pour tâche de connaître, se transforme nécessairement, entre parenthèses, à vrai dire en transcendant l'économie pure, mais sans faire appel à quelque force transcendante que ce soit, en processus de production et de reproduction d'une société globale déterminée. Marx a souvent insisté clairement et nettement sur ce caractère de la connaissance dialectique. Ainsi, écrit-il, ouvrez les guillemets, le procès de production capitaliste considéré dans sa continuité ou comme procès de reproduction, ne produit donc pas seulement de la marchandise ni seulement de la plus-value, il produit et reproduit le rapport capitaliste lui-même, d'un côté le capitaliste, de l'autre le salarié. Fermez les guillemets. Partie 4. Se poser soi-même, se produire et se reproduire soi-même, c'est cela justement la réalité. Hegel l'a déjà clairement reconnu et exprimé dans une forme très proche de celle de Marx, quoiqu'encore trop abstraite, en se comprenant mal lui-même et en rendant par là le malentendu possible. Ce qui est réel est en soi nécessaire, dit-il dans sa philosophie du droit. Ouvrez les guillemets.
La nécessité consiste en ce que la totalité est scindée dans les distinctions des concepts et que cette scission aboutit à une détermination solide et résistante qui n'est pas une solidité morte, mais s'engendre elle-même sans cesse dans la dissolution. Fermez les guillemets. L'ajustement, ou la parenté profonde du matérialisme historique et de la philosophie de Hegel apparaît dans le problème de la réalité, dans la fonction de la théorie comme connaissance de la réalité par elle-même. Il faut, même en peu de mots, attirer l'attention sur la non moins décisive ligne de rupture qui les sépare. Cette ligne de rupture se trouve également au niveau du problème de la réalité, du problème de l'unité du processus historique. Marx reproche à Hegel, et encore plus à ses successeurs qui sont revenus toujours plus nettement à Fichte et à Kant de n'avoir pas réellement surmonté la dualité de la pensée et de l'être, de la théorie et de la praxis, du sujet et de l'objet. Il reproche à sa dialectique, en tant que dialectique intérieure réelle du processus historique, d'être une simple apparence. Il lui reproche de n'avoir pas dépassé Kant justement sur ce point décisif. Il reproche à la connaissance hegelienne d'être simplement une connaissance au sujet d'une matière, en soi d'essence étrangère et non pas une confession, de cette matière qu'est la société humaine. Ouvrez les guillemets. Déjà, chez Hegel, disent les phrases décisives de cette critique, l'esprit absolu de l'histoire a ses matériaux dans la masse, mais n'a son expression adéquate que dans la philosophie. Le philosophe apparaît seulement comme l'organe par lequel l'esprit absolu qui fait l'histoire s'élève à la conscience, après le déroulement du mouvement, après coup. La participation du philosophe à l'histoire se réduit à cette conscience après coup, car l'esprit absolu accomplit inconsciemment le mouvement réel. Le philosophe arrive donc post festum. Hegel ne laisse donc l'esprit absolu en tant qu'esprit absolu faire l'histoire qu'en apparence. En effet, comme l'esprit absolu ne s'élève à la conscience comme esprit créateur du monde qu'après coup, chez le philosophe, sa fabrication de l'histoire n'existe que dans la conscience, dans l'opinion et la représentation des philosophes, dans l'imagination spéculative. Fermez les guillemets. Cette mythologie conceptuelle de l'hégélianisme a été définitivement éliminée par l'activité critique du jeune Marx. Ce n'est pas un hasard si la philosophie face à laquelle Marx parvint à se comprendre lui-même est déjà un mouvement de recul de l'hégélianisme, un retour à Kant, un mouvement qui a utilisé les obscurités, les incertitudes internes de Hegel lui-même pour éliminer de la méthode les éléments révolutionnaires et mettre en accord les contenus réactionnaires, la mythologie conceptuelle réactionnaire, les vestiges de la dualité contemplative de la pensée et de l'être, avec la philosophie également réactionnaire de l'Allemagne d'alors. En prenant la partie progressiste de la méthode hegelienne, la dialectique comme connaissance de la réalité, Marx ne s'est pas seulement nettement séparé des successeurs de Hegel, il a aussi opéré une scission dans la philosophie hegelienne elle-même. Marx a poussé à son point le plus extrême, avec une logique sans concession, la tendance historique qui se trouve dans la philosophie hegelienne. Il a transformé radicalement tous les phénomènes de la société et de l'homme socialisé en problèmes historiques, en montrant concrètement le substrat réel de l'évolution historique et en le rendant méthodologiquement fécond. C'est à cette balance découverte par Marx et expérimentée méthodiquement par lui que la philosophie hegelienne a été pesée et elle a été trouvée trop légère. Les vestiges mythologisants des valeurs éternelles éliminées de la dialectique, par Marx, se situent au niveau de la philosophie de la réflexion que Hegel a combattue avec acharnement et avec opiniâtreté sa vie durant, et contre laquelle il a mis en œuvre toute sa méthode philosophique, le processus et la réalité concrète, la dialectique et l'histoire. La critique marxienne de Hegel est donc la suite et la continuation directe de la critique que Hegel lui-même a exercée contre Kant et Fichte.
Ainsi, la méthode dialectique de Marx est née comme la continuation conséquente de ce que Hegel avait visé, mais qu'il n'avait pas atteint concrètement. D'autre part, le corps mort du système écrit est resté la proie des philologues et des fabricants de systèmes. Cependant, le point de rupture réside dans la réalité. Hegel n'a pas été capable de parvenir jusqu'aux forces véritablement motrices de l'histoire, parce que, à l'époque où son système est né, ces forces n'étaient pas encore assez visibles, il fut ainsi contraint de voir dans les peuples et dans leur conscience, dont le substrat réel n'a pas été vu dans sa composition hétérogène et a été mythologisé en « esprit du peuple », les porteurs effectifs du développement historique, parce qu'il restait pris, malgré ses très énergiques efforts en sens contraire, dans les formes de pensée platonicienne et kantienne, dans la dualité de la pensée et de l'être, de la forme et de la matière. Bien qu'il ait été le véritable découvreur de la signification de la réalité concrète, bien que sa pensée ait toujours eu pour but de dépasser toutes les abstractions, la matière est cependant restée pour lui, et en cela il est très platonicien, entaché de la souillure de la détermination. Et ces tendances contradictoires et qui se combattent n'ont pu arriver à une clarification dans son système. Elles sont souvent juxtaposées, sans intermédiaire, se présentent contradictoirement et ne s'équilibrent pas. L'équilibre final, apparent, qu'elles ont trouvé dans le système même devait, par suite, être tourné plutôt vers le passé que, vers le futur. Note de bas de page. La position de Hegel vis-à-vis de l'économie politique est très caractéristique, philosophie du droit entre parenthèses, il en reconnaît clairement le problème méthodologique fondamental qui est le problème de la contingence et de la nécessité, d'une façon très semblable à celle de Engels dans L'origine de la famille, et dans Feuerbach, mais il est hors d'état d'apercevoir le sens fondamental du substrat matériel de l'économie, la relation des hommes entre eux. Cela reste pour lui un grouillement de volontés arbitraires, et ces lois revêtent une ressemblance avec le système planétaire. Fin de la note de bas de page. Bien qu'il ait été le véritable découvreur de la signification de la réalité concrète, bien que sa pensée ait toujours eu pour but de dépasser toutes les abstractions, la matière est cependant restée pour lui, et en cela il est très platonicien, entaché de la souillure de la détermination. Et ces tendances contradictoires et qui se combattent n'ont pu arriver à une clarification dans son système. Elles sont souvent juxtaposées, sans intermédiaire, se présentent contradictoirement et ne s'équilibrent pas. L'équilibre final, apparent, qu'elles ont trouvé dans le système même devait, par suite, être tourné plutôt vers le passé que, vers le futur. Rien d'étonnant à ce que la science bourgeoise ait de très bonne heure mis en avant et développé, comme un facteur essentiel, ces aspects de Hegel. Justement par là, le noyau, révolutionnaire, de sa pensée a été obscurci, presque complètement, même pour des marxistes. La mythologie conceptuelle ne fait qu'exprimer en pensée un fait fondamental de l'existence des hommes, resté insaisissable pour eux et dont il leur est impossible de repousser les conséquences. L'incapacité de pénétrer l'objet même s'exprime en pensée dans des forces motrices transcendantes qui, d'une façon mythologique, construisent et structurent la réalité, la relation entre les objets, nos relations avec eux et leurs modifications dans le processus historique. En reconnaissant que, ouvrez les guillemets, le facteur déterminant dans l'histoire est, en dernière instance, la production et la reproduction de la vie réelle, fermez les guillemets, Marx et Engels ont acquis le point de vue permettant de liquider toute mythologie. L'esprit absolu de Hegel a été la dernière de ces grandioses formes mythologiques, forme dans laquelle la totalité et son mouvement s'exprimaient déjà, quoique d'une façon non consciente de son essence réelle. Si, dans le matérialisme historique,
la raison qui a toujours existé mais pas toujours sous une forme raisonnable, atteint à sa forme raisonnable par la découverte de son vrai substrat, de la base à partir de laquelle la vie humaine peut vraiment devenir consciente d'elle-même. Le programme de la philosophie de l'histoire hegelienne s'est justement réalisé ainsi, par l'anéantissement même de la doctrine hegelienne. Par opposition à la nature, dans laquelle, comme le souligne Hegel, ouvrez les guillemets, le changement est circulaire, il est la répétition du même, le changement dans l'histoire ne se produit pas simplement à la surface mais dans le concept. C'est le concept lui-même qui est corrigé. Fermez les guillemets. Partie 5. C'est dans ce contexte seul que le point de départ du matérialisme dialectique, ouvrez les guillemets, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais à l'inverse, leur être social qui détermine la conscience, fermez les guillemets. Peut dépasser le plan purement théorique et devenir problème pratique. Car, c'est seulement quand le noyau de l'être s'est dévoilé comme devenir social, que l'être peut apparaître comme un produit jusqu'ici inconscient de l'activité humaine, et cette activité, à son tour, comme l'élément décisif de la transformation de l'être. Des relations purement naturelles ou des formes sociales devenues par mystification relations naturelles s'opposent d'une part à l'homme comme des données figées, achevées, immuables dans leur essence, dont il peut tout au plus utiliser les lois et saisir la structure d'objets sans jamais être capable de les transformer. D'autre part, une telle conception de l'être rejette la possibilité de la praxis dans la conscience individuelle. La praxis devient une forme d'activité de l'individu isolé, une éthique. La tentative de Feuerbach pour dépasser Hegel a échoué contre cet écueil. Feuerbach s'est arrêté, comme l'idéalisme allemand est bien plus que Hegel lui-même, à l'individu isolé de la société bourgeoise. L'exigence de Marx selon laquelle on doit saisir la sensibilité, l'objet, la réalité, comme activité humaine sensible, implique que l'homme prenne conscience de lui-même comme être social, comme simultanément sujet et objet du devenir historique et social. L'homme de la société féodale ne pouvait prendre conscience de lui-même comme être social, parce que ses relations sociales elles-mêmes avaient encore, par beaucoup de côtés, un caractère naturel, parce que la société elle-même dans son ensemble était encore trop peu organisée uniformément de fond en comble et embrassait encore beaucoup trop peu dans son unité l'ensemble des relations d'homme à homme, pour apparaître à la conscience comme la réalité de l'homme. Entre parenthèses, la question de la structure et de l'unité de la société féodale n'a pas sa place ici. Parenthèse fermante. La société bourgeoise accomplit ce processus de socialisation de la société. Le capitalisme abat toutes les barrières spatiales et temporelles entre les différents pays et domaines, de même que les murs de séparation juridique entre les États. Dans son univers d'égalité formelle entre tous les hommes, disparaissent de plus en plus les relations économiques qui ont réglé les échanges matériels immédiats entre l'homme et la nature. L'homme devient, au vrai sens du mot être social, la société devient la réalité pour l'homme. Ainsi, ce n'est que sur le terrain du capitalisme, de la société bourgeoise, qu'il est possible de reconnaître dans la société la réalité. Cependant, la classe qui se présente comme l'agent historique de cette révolution, la bourgeoisie, accomplit encore inconsciemment cette fonction. Les puissances sociales qu'elle a libérées et qui l'ont elles-mêmes portée au pouvoir s'opposent à elle comme une seconde nature, plus dénuée d'âme et plus impénétrable que celle du féodalisme. C'est seulement avec l'entrée en scène du prolétariat que la connaissance de la réalité sociale trouve son achèvement. Avec le point de vue de classe du prolétariat, un point est trouvé à partir duquel la totalité de la société devient visible. Ce qui a surgi avec le matérialisme historique, c'est à la fois la doctrine des conditions de la libération du prolétariat
et la doctrine de la réalité du processus total du développement historique, et cela uniquement parce que c'est, pour le prolétariat, un besoin vital, une question de vie ou de mort que d'atteindre à la vision la plus parfaitement claire de sa situation de classe, parce que sa situation de classe n'est compréhensible que dans la connaissance de la société totale, parce que ses actes ont cette connaissance pour condition préalable, inéluctable. L'unité de la théorie et de la praxis n'est donc que l'autre face de la situation sociale et historique du prolétariat, du point de vue du prolétariat, connaissance de soi-même et connaissance de la totalité coïncident, il est en même temps sujet et objet de sa propre connaissance. Car la vocation de conduire l'humanité à une étape plus élevée de son développement repose, comme Hegel l'a justement remarqué mais en l'appliquant encore au peuple, sur le fait que ces, ouvrez les guillemets, étapes de l'évolution se présentent comme des principes naturels immédiats, et que le peuple, c'est-à-dire la classe, qui reçoit un tel élément comme principe naturel a pour mission de l'appliquer. Fermez les guillemets. Marx a concrétisé cette idée avec une grande clarté, au niveau de l'évolution sociale. Ouvrez les guillemets. Quand les écrivains socialistes attribuent au prolétariat ce rôle dans l'histoire mondiale, ce n'est nullement parce qu'ils considèrent les prolétaires comme des dieux, bien au contraire. Parce que l'abstraction de toute humanité, même de l'apparence d'humanité, est pratiquement achevée dans le prolétariat pleinement formé, parce que, dans les conditions de vie du prolétariat, sont résumées dans leur paroxysme le plus inhumain toutes les conditions de vie de la société actuelle, parce qu'en lui, l'homme s'est perdu lui-même, mais en même temps a non seulement acquis la conscience théorique de cette perte, mais a été contraint immédiatement, par la misère qui ne peut plus être rejetée ni embellie, qui est devenue absolument impérieuse, expression pratique de la nécessité, à la révolte contre cette inhumanité. À cause de cela, le prolétariat peut et doit nécessairement se libérer lui-même. Il ne peut pas se libérer pourtant sans supprimer ses propres conditions de vie. Il ne peut pourtant pas supprimer ses propres conditions de vie, sans supprimer toutes les conditions de vie inhumaines de la société actuelle qui se résument dans sa situation. Fermez les guillemets. L'essence méthodologique du matérialisme historique ne peut donc pas être séparée de l'activité critique pratique du prolétariat, toutes deux sont des moments du même processus d'évolution de la société. Ainsi, la connaissance de la réalité qu'opère la méthode dialectique ne peut non plus être séparée du point de vue de classe du prolétariat. La question posée par l'austromarxisme, la séparation méthodologique entre la science entre guillemets pure du marxisme et le socialisme, est, comme toutes les questions semblables, un faux problème. Car la méthode marxiste, la dialectique matérialiste en tant que connaissance de la réalité, n'est possible que du point de vue de classe, du point de vue de la lutte du prolétariat. En abandonnant ce point de vue, on s'éloigne du matérialisme historique, de même que, par ailleurs, en s'élevant à ce point de vue, on entre directement dans la lutte du prolétariat. Que le matérialisme historique émerge du principe vital, immédiat, naturel, du prolétariat, que la connaissance totale de la réalité s'ouvre à partir de son point de vue de classe, cela ne signifie cependant pas que cette connaissance ou cette attitude méthodologique devant la connaissance soit donnée immédiatement et naturellement au prolétariat en tant que classe, et encore moins aux prolétaires individuels, tout au contraire. Certes, le prolétariat est le sujet connaissant de cette connaissance de la réalité sociale totale. Mais ce n'est pas un sujet connaissant au sens de la méthode kantienne où le sujet est défini comme ce qui ne peut jamais devenir objet. Ce n'est pas un spectateur impartial du processus historique. Le prolétariat n'est pas seulement partie prenante, agissante et pâtissante, dans cette totalité,
la montée et l'évolution de sa connaissance, et sa montée et son évolution dans le cours de l'histoire ne sont que deux aspects du même processus réel. Non seulement parce que la classe elle-même ne s'est formée en classe que peu à peu, dans une lutte sociale incessante, commençant par les actes spontanés et inconscients de défense désespérée et immédiate, entre parenthèses, la destruction des machines est un exemple frappant de ses débuts. La conscience que le prolétariat prend de la réalité sociale, de sa propre position de classe, et la vocation historique qui en surgit pour lui, la méthode de la conception matérialiste de l'histoire, sont aussi des produits de ce même processus d'évolution historique, que le matérialisme historique, pour la première fois dans l'histoire, connaît adéquatement et dans sa réalité. La possibilité de la méthode marxiste est, par suite, un produit de la lutte des classes, tout comme n'importe quel résultat de nature politique ou économique. L'évolution du prolétariat, elle aussi, reflète la structure interne de l'histoire de la société, connue pour la première fois. Ouvrez les guillemets. Son résultat apparaît donc constamment comme étant préalable, en même temps que ses conditions préalables apparaissent comme étant ses résultats. Fermez les guillemets. Le Capital, livre 3. Le point de vue méthodologique de la totalité, dans lequel nous avons appris à reconnaître le problème central, la condition primordiale de la connaissance de la réalité, est un produit de l'histoire dans un double sens. Premièrement, c'est seulement avec l'évolution économique qui a produit le prolétariat, avec la naissance du prolétariat lui-même, donc à une étape déterminée de l'évolution sociale, avec la transformation ainsi surgie du sujet et de l'objet de la connaissance de la réalité sociale, que la possibilité objective et formelle du matérialisme historique comme connaissance a pu surgir. Deuxièmement, c'est seulement au cours de l'évolution du prolétariat lui-même que cette possibilité formelle est devenue une possibilité réelle. Car la possibilité de saisir le sens du processus historique comme immanent à ce processus même, c'est sans d'y voir un sens transcendant, mythique ou éthique qui serait octroyé et que l'on relierait à un matériel dénué de sens. Cette possibilité suppose chez le prolétariat une conscience hautement évoluée de sa propre situation, donc un prolétariat dans une certaine mesure hautement évolué à la suite d'une longue évolution. C'est le chemin qui conduit de l'utopie à la connaissance de la réalité, le chemin qui va des premiers grands penseurs du mouvement ouvrier, qui lui assignaient des buts transcendants, jusqu'à la clarté de la Commune de 1871. La classe ouvrière n'a pas à réaliser des idéaux, mais seulement à libérer les éléments de la société nouvelle. C'est le chemin qui va de la classe face au capital, à la classe pour soi. Dans cette perspective, la séparation révisionniste du mouvement et du but final se manifeste comme une rechute au niveau le plus primitif du mouvement ouvrier. Car le but final n'est pas un État qui attend le prolétariat au bout du mouvement, indépendamment de ce mouvement et du chemin qu'il parcourt, un État de l'avenir, ce n'est pas un État que l'on peut, par conséquent, tranquillement oublier dans les luttes quotidiennes et invoquer tout au plus dans les sermons du dimanche, comme un moment d'élévation opposé aux soucis quotidiens. Ce n'est pas un devoir, une idée qui jouerait un rôle régulateur par rapport au processus réel. Le but final est bien plutôt cette relation à la totalité de la société considérée comme processus, par laquelle chaque moment de la lutte acquiert son sens révolutionnaire, une relation qui est inhérente à chaque moment précisément dans son aspect quotidien, son aspect le plus simple et le plus prosaïque, mais qui ne devient réelle que dans la mesure où on en prend conscience et où on confère ainsi la réalité au moment de la lutte quotidienne, en manifestant sa relation à la totalité. Par là, ce moment de la lutte quotidienne est élevé du niveau de la facticité, de la simple existence, à celui de la réalité.
Il ne faut pas oublier non plus cependant que tout effort pour conserver le but final, ou l'essence du prolétariat pur de la souillure et par les rapports avec l'existence capitaliste, conduit en dernière analyse à s'éloigner de l'appréhension de la réalité, de l'activité critique pratique, à retomber dans la dualité utopique du sujet et de l'objet, de la théorie et de la praxis, aussi sûrement que le révisionnisme y avait conduit. Le danger pratique de toute conception dualiste de ce genre, c'est qu'elle fait disparaître le moment qui donne à l'action sa direction. En effet, dès que le terrain de la réalité, que seul le matérialisme dialectique peut conquérir, mais qui doit être sans cesse reconquis, est abandonné, dès qu'on reste donc sur le terrain naturel de l'existence, de la pure, simple et grossière empirie, aussitôt, le sujet de l'action et le milieu des faits, où son action se déroule, s'opposent sans transition possible comme des principes séparés. Et il est tout aussi peu possible d'imposer la volonté, le projet ou la décision subjectif à l'état de fait objectif que de découvrir dans les faits eux-mêmes un moment donnant aux actes une direction. Une situation dans laquelle les faits parlent sans ambiguïté pour ou contre une direction déterminée de l'action, cela n'a jamais existé, ne peut exister, n'existera jamais. Plus les faits sont scrupuleusement examinés dans leur isolement, c'est-à-dire dans leur connexion réflexive, moins ils peuvent indiquer, sans ambiguïté, une direction déterminée. Qu'inversement, une décision purement subjective doit nécessairement se briser contre la puissance des faits non compris et agissant automatiquement, selon des lois, cela se comprend de soi-même. Ainsi, la façon dont la méthode dialectique aborde la réalité se révèle, justement quand on aborde le problème de l'action, comme la seule capable d'indiquer à l'action une orientation. La connaissance de soi, subjective et objective, qu'a le prolétariat à une étape déterminée de son évolution est, en même temps, la connaissance du niveau atteint à cette époque par l'évolution sociale. Dans la cohérence du réel, dans la relation de chaque moment particulier à son enracinement, entre parenthèses, dans la totalité, enracinement qui lui est immanent et n'a seulement pas été mis à nu, est supprimé le caractère d'étrangeté de ces faits maintenant compris. En ne deviennent maintenant visibles ces tendances qui visent le centre de la réalité, ce qu'on a coutume d'appeler le but final. Ce but final ne s'oppose cependant pas, comme idéal abstrait, au processus, il est, comme moment de la vérité et de la réalité, comme sens concret de chaque étape atteinte, immanent au moment concret, aussi sa connaissance est justement la connaissance de la direction que prennent, inconsciemment, les tendances dirigées vers la totalité, de la direction qui est appelée à déterminer concrètement au moment donné l'action juste, eu égard à l'intérêt du processus d'ensemble, de la libération du prolétariat. Pourtant, l'évolution sociale accroît sans cesse la tension entre les moments partiels et la totalité. C'est précisément parce que le sens immanent de la réalité rayonne avec un éclat toujours plus fort que le sens du devenir est toujours plus profondément immanent à la vie quotidienne et que la totalité est toujours plus enfouie dans les aspects momentanés, spatiaux et temporels des phénomènes. Le chemin de la conscience dans le processus historique ne s'aplanit pas, au contraire, il devient toujours plus ardu et fait appel à une toujours plus grande responsabilité. La fonction du marxisme orthodoxe dépassement du révisionnisme et de l'utopisme, n'est donc pas une liquidation, une fois pour toutes, des fausses tendances, c'est une lutte sans cesse renouvelée contre l'influence pervertissante des formes de la pensée bourgeoise sur la pensée du prolétariat. Cette orthodoxie n'est point la gardienne des traditions, mais l'annonciatrice toujours en éveil de la relation entre l'instant présent et ses tâches par rapport à la totalité du processus historique. Et ainsi, les paroles du manifeste communiste sur les tâches de l'orthodoxie et de ses porteurs,
les communistes, n'ont pas vieilli et restent toujours valables. Comme dit le manifeste. Ouvrez les guillemets, les communistes ne se différencient des autres partis prolétariens que sur 2 points. D'une part, dans les diverses luttes nationales des prolétaires, ils mettent en avant et font valoir des intérêts communs à tout le prolétariat et indépendants de la nationalité, et d'autre part, dans les diverses phases que traverse la lutte entre le prolétariat et la bourgeoisie, ils représentent constamment l'intérêt du mouvement total. Fermez les guillemets. Gheorghi Louca. Mars 1919. Fin du premier essai.